J'ai lissé le tissu délicat de ma robe lavande en demandant à quelle heure se tiendrait la cérémonie. « Ah, j'ai complètement oublié de te prévenir », a lâché Chloé en inspectant sa manucure avec indifférence. « On s'est mariés hier. C'était un truc express, en petit comité, rien que le gratin. Je m'appelle Mathilde, j'ai 69 ans et je suis une ancienne directrice de la logistique hôtelière. Pour ma belle-fille, je ne suis qu'une antiquité poussiéreuse, mais elle a omis un détail crucial. C'est l'Antiquité qui finance son théâtre. J'ai toujours été une femme d'ordre. Pendant 40 ans, mon existence a été régie par des listes de vérification, des horaires chronométrés et cette capacité à anticiper les catastrophes avant qu'elles ne surviennent dans les plus grands palaces. Ma maison respire l'encaustique et le café frais, un sanctuaire de rigueur que j'ai bâti seul après le décès de mon mari. Mais ce matin-là, mon ordre s'est effondré suite à une simple phrase prononcée avec la légèreté de quelqu'un qui chasse une mouche. La robe lavande était suspendue à la porte de l'armoire. Impeccable, témoin muet de mon impatience. Je l'avais fait confectionner par Madame Dubois, une couturière hors pair, choisissant la soie la plus douce pour être digne du jour le plus marquant de la vie de mon fils unique, Lucas. J'avais passé des semaines à visualiser l'instant, m'imaginant marcher au bras de mon garçon, ou du moins l'admirer depuis le premier rang, la poitrine gonflée de fierté. « Comment ça, Chloé ?» ai-je demandé, sentant le combiné devenir lourd comme du plomb. Ma voix tremblait, non pas à cause de l'âge, mais à cause du coup violent que je venais de recevoir en plein estomac. « C'est fait, Mathilde, c'était hier », a-t-elle répété de cette voix haut perchée qui m'a toujours semblé artificielle. C'était super rapide à la mairie, tu sais. On voulait éviter le stress. Et puis l'espace était minuscule. On a décidé d'inviter seulement les gens importants, les influenceurs, les amis de mon agence et quelques associés de Lucas. On ne voulait pas ennuyer les personnes âgées avec de la paperasse. Je suis restée figée. L'expression « seulement les gens importants » a ricoché sur les murs de mon salon comme une balle rebondissante, frappant chaque photo de Lucas disposée sur les étagères. Lucas recevant son diplôme. Lucas à son premier emploi. Lucas souriant. Moi, sa mère, celle qui a payé ses études, soigné ses fièvres et qui, jusqu'à ce jour, soutenait les fondations économiques de sa vie d'entrepreneur, je ne qualifiais pas comme personne importante. Et Lucas ? Ai-je réussi à articuler en m'agrippant au dossier de mon fauteuil en velours vert. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche. J'avais besoin de savoir si mon fils, ma propre chair, avait été complice de cette exclusion cruelle. Oh, Lucas est épuisé, belle maman. L'after-party était intense. Il dort. Bon, je te laisse. Je dois poster les photos sur Instagram. Elles sont sublimes. On t'en enverra une pour ta table de chevet. Bisous. La ligne est devenue morte avant que je puisse prononcer un mot de plus. Je suis restée plantée au milieu de mon salon, le téléphone sans fil à la main et le cœur en miettes. Pas de cris, pas de larmes immédiates. Les années de direction m'ont appris que la panique ne résout rien. Mais la douleur, c'est quelque chose qu'on avale sec. J'ai marché lentement vers la robe lavande. J'ai passé la main sur l'étoffe froide. Ce n'était plus une tenue de fête, c'était le déguisement d'une illusion. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé le calendrier au mur. Le jour suivant était encerclé de rouge. Mariage Lucas. Il s'avère que la date qu'ils m'avaient redonnée était fausse, ou peut-être avaient-ils simplement changé leur plan sans juger nécessaire de m'en informer. L'humiliation a commencé à me monter au visage, brûlante. Ce n'était pas seulement l'absence, c'était le mensonge. C'était l'audace de me dire qu'il n'y avait que des gens importants. Chloé, avec ses 30 ans et ses airs de grandeur, m'avait toujours regardé de haut. Pour elle, j'étais la vieille dame vivant dans le passé, utile uniquement pour une caution ou un virement prêté qui ne revenait jamais. Mais Lucas, c'est ce qui me brisait l'âme. Mon fils avait permis cela. Il avait signé un papier, promis un amour éternel et trinqué avec des inconnus importants, sachant que sa mère était chez elle à repasser une robe pour une date inexistante. Je me suis levée pour aller à la cuisine. Il fallait que j'occupe mes mains. J'ai mis de l'eau à bouillir pour une infusion de tilleul, même si j'avais besoin de quelque chose de plus fort pour faire passer l'amertume. Tandis que l'eau chauffait, j'ai regardé par la fenêtre le jardin que j'entretenais avec tant de soin. Mes hortensias étaient bleues et magnifiques. Tout dans ma vie était le fruit de la constance. Rien ne m'était tombé du ciel. Je me suis souvenue de l'arrivée de Chloé dans la vie de Lucas. Dès le début,
J'avais noté ce regard calculateur. Elle ne voyait pas une belle-mère. Elle voyait une ressource. « Oh, Mathilde, quelle grande maison pour toi toute seule », disait-elle à chaque visite. « Mathilde, ta voiture est vieille, tu devrais la donner à Lucas et prendre des Uber, c'est plus sûr pour les seniors. » Toujours avec ce petit sourire sucré qui n'atteignait jamais ses yeux. Et moi, par amour pour mon fils, j'avais cédé sur bien des choses, trop de choses. Le sifflement de la bouilloire m'a tiré de mes pensées. Je me suis servi une tasse et me suis installé à la table de la salle à manger, là où mes dossiers étaient organisés. Les habitudes de ma vie professionnelle ne m'ont jamais quitté. Je tenais la comptabilité de ma maison et, malheureusement, aussi la leur. J'ai ouvert le classeur bleu, celui étiqueté « Appartement Neuilly ». Le bail était là. Il n'était pas au nom de Lucas ni de Chloé. Il était à mon nom. J'étais la titulaire du bail de ce luxueux appartement avec vue sur le parc, où ils vivaient leur fantasme de couple à succès. Il y a 2 ans, quand Lucas a dit qu'il avait besoin d'une adresse qui reflète son statut pour attirer de meilleurs clients, j'avais proposé de payer le loyer pour 1 an. L'année s'était transformée en 2. Le montant était exorbitant, une somme qui faisait mal chaque mois. Mais je le faisais religieusement, par prélèvement automatique, pour que mon fils n'ait aucun souci. Seulement les gens importants. La phrase résonnait encore. J'ai regardé la quittance du mois précédent, 2 800 €. 2 800 € mensuels pour que les gens importants aient un endroit où dormir et organiser leurs soirées exclusives. Un calme froid, très différent de la tristesse, a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était cette sensation familière que j'éprouvais avant de congédier un fournisseur malhonnête ou de restructurer un service inefficace à l'hôtel. C'était la clarté mentale que procure le fait d'avoir raison et surtout d'avoir le pouvoir. Ils pensèrent que j'étais une vieille dame distraite et sentimentale. Chloé croyait que mon silence était de la soumission. Lucas croyait que mon amour maternel était un chèque en blanc, infini. Il se trompait. Mon amour était inconditionnel, certes, mais mon respect et mon argent ne l'étaient pas. Le respect se gagne, et l'argent demande trop d'efforts pour être jeté par les fenêtres pour des gens qui vous méprisent. J'ai pris une gorgée de thé brûlant sans sourciller. Je me suis levée et suis allée dans mon petit bureau. J'ai allumé mon ordinateur, une machine moderne que je maîtrisais parfaitement, n'en déplaise à ma belle-fille qui me parlait toujours comme à une enfant apprenant à lire. Je me suis connectée à ma banque en ligne. Mes doigts bougeaient avec la mémoire musculaire de décennies de travail administratif. Là se trouvait la programmation des virements automatiques. Loyer Lucas, agence Prestige. Date prévue, le 5 de chaque mois. Nous étions le 4. Le curseur clignotait sur l'écran, attendant un ordre. Mon cœur battait fort, non de peur, mais par l'adrénaline d'une décision irrévocable. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité invisible. S'il tombait, j'étais là pour amortir le choc avec les économies de toute une vie. Mais aujourd'hui, ils avaient coupé les liens. Ils m'avaient dit haut et fort que je ne faisais pas partie de leur structure importante. « Très bien », ai-je dit à voix haute dans la pièce vide. « Si je ne suis pas assez importante pour être au mariage, je ne dois pas l'être assez pour payer le toit sous lequel le mariage a été consommé. » D'un clic ferme et sec, j'ai annulé le virement programmé. L'écran a demandé confirmation. « Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce paiement récurrent ?»« Absolument », ai-je répondu à la machine. « Confirmé. Opération réussie. » Je me suis adossée à ma chaise, sentant le poids de l'humiliation se transformer en quelque chose de plus solide. La dignité. Je n'allais pas les appeler. Je n'allais pas réclamer. Je n'allais pas leur donner le plaisir de m'entendre pleurer ou mendier une explication. Le silence serait ma première réponse. Ils voulaient une célébration sans vieux et sans tracas. Eh bien, je leur offrirais exactement cela. Une absence totale. J'ai fermé la session bancaire et éteint l'ordinateur. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai décroché la robe lavande. Avec soin, je l'ai pliée, non pas avec rage, mais avec la délicatesse de quelqu'un qui range le souvenir d'un défunt. D'une certaine manière, la mère complaisante et aveugle que j'avais été venait de mourir ce matin-là. Je l'ai rangée dans une boîte au fond de l'armoire, à côté du cadeau que j'avais préparé pour eux. Une enveloppe contenant les billets pour une lune de miel en croisière sur la Méditerranée. Tout inclus. Une courtoisie de mes anciens contacts dans l'industrie touristique. Cette enveloppe resterait là à prendre la poussière.
3 jours ont passé. 3 jours de silence absolu. Pas un appel de Lucas pour s'expliquer, pas un message de Chloé avec la photo promise. Rien. J'ai continué ma routine. Arroser les plantes, aller au marché, prendre le café avec ma voisine Bernadette. Bernadette, qui connaissait la valeur de l'amitié, s'est indignée quand je lui ai raconté. « C'est une effrontée, Mathilde !» s'est-elle exclamée en Écosse des petits pois. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester les bras croisés ?»« J'ai déjà fait ce que j'avais à faire, Bernadette, » lui ai-je répondu avec un sourire tranquille. « Maintenant, j'attends. »« Tu attends quoi ? » ?»« L'appel. Les gens importants appellent toujours quand ils ont besoin de quelque chose des gens ordinaires. » Et l'appel est arrivé. C'était une semaine plus tard, exactement 3 jours après l'échéance du loyer. Le téléphone a sonné à 10 heures du matin. J'ai vu le nom sur l'écran. Lucas. J'ai laissé sonner 3 fois. 4. À la 5e, j'ai décroché avec la voix la plus sereine du monde. « Allô ? Maman ?» La voix de Lucas semblait tendue, pressée. « Ça va ? Je t'appelle sur ton portable et tu ne réponds pas. »« Ah, bonjour fils. » Mon portable était en silencieux. J'étais occupée avec mes affaires de vieille dame. « Comment vas-tu ? C'était comment ? » « Tout va bien ? Bien ? Super ?» a-t-il répondu rapidement, évitant le sujet du mariage. « Écoute maman, je te passe Chloé, elle est un peu stressée et doit te demander un truc urgent. » Il n'avait même pas le courage de me le dire lui-même, le lâche. J'ai entendu le changement de main et la respiration agitée de Chloé. « Mathilde ?» Sa voix n'avait plus ce ton mielleux et faux. Elle était stridente et exigeante. « On a un problème gravissime. L'administrateur de l'immeuble vient d'appeler. Il dit que le loyer n'est pas passé, qu'on est en retard et que si on ne paie pas aujourd'hui, on aura des pénalités et un avis d'expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as oublié le virement ? Vérifie ta banque, ton compte est sûrement bloqué. Règle ça tout de suite. » J'ai fermé les yeux un instant, savourant la brise qui entrait par la fenêtre. Je pouvais parfaitement l'imaginer, décoiffé, le téléphone d'une main et un café hors de prix de l'autre, considérant comme acquis que mon unique but dans la vie était de résoudre ces négligences. Les gens importants paniquaient pour quelque chose d'aussi vulgaire que l'argent du loyer. J'ai pris une grande inspiration, souri intérieurement et lâché les mots qui avaient de mûri dans ma gorge toute la semaine, avec la même légèreté qu'elle avait mise à me briser le cœur quelques jours plus tôt. « Ah, Chloé, c'est bien que tu appelles, » ai-je dit d'un ton doux. « J'ai oublié de te dire. Étant donné que je ne suis pas une personne importante pour votre mariage, j'ai supposé que mon argent ne l'était pas non plus pour votre train de vie. J'ai donc annulé le paiement du loyer. J'imagine que les influenceurs et les associés importants seront ravis de couvrir ces frais pour vous. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne, mais pas un silence de paix, plutôt ce vide statique qui précède une explosion. Avant que Chloé ne puisse inspirer pour lâcher le cri qui se formait sûrement dans ses poumons, j'ai raccroché. J'ai appuyé sur le bouton rouge du bout de l'index, doucement, sans violence. Pas besoin de claquer le téléphone quand le choc de réalité que je venais d'envoyer était bien plus contondant. Le téléphone s'est mis à sonner immédiatement. 1, 2, 3 fois. Le nom « Lucas » clignotait comme un signal de détresse en pleine mer. Je l'ai regardé avec la curiosité de quelqu'un observant un insecte piégé dans un bocal. Je n'ai ressenti aucune urgence de répondre. Cette urgence était morte le jour où ma robe lavande était restée dans l'armoire. Je me suis levée, j'ai débranché le câble de la ligne fixe du mur et mis mon portable en mode « ne pas déranger ». Le silence est revenu dans ma maison, mais cette fois, il ne semblait pas solitaire, il semblait puissant. Je me suis dirigée vers mon bureau, ce petit sanctuaire d'ordre où j'avais passé les dernières heures à réévaluer mon existence. Je me suis installée au bureau en acajou ayant appartenu à mon mari et j'ai rouvert le classeur bleu. Il fallait auditer la situation la tête froide, comme je le faisais quand un fournisseur manquait la livraison de draps en haute saison. On ne pleure pas pour des draps. On cherche le contrat, on vérifie les pénalités et on exécute le plan B. J'ai sorti le bail de l'appartement de Neuilly. Mes yeux, habitués à lire les petits caractères et les clauses abusives depuis des décennies, ont scanné le document rapidement. C'était là. Première page. Clair comme de l'eau de roche. Locataire titulaire. Mathilde Legrand. Lucas et Chloé ne figuraient que comme occupants autorisés. Pendant 2 ans, j'avais vu ce papier comme un acte d'amour. Maintenant,
Je le voyais pour ce qu'il était vraiment, une arme juridique. Je n'étais pas seulement celle qui payait, j'étais la détentrice du droit d'usage de cet espace. Ils étaient, légalement et pratiquement, mes invités. Et tout gérant d'hôtel sait que l'invité n'a des droits que tant qu'il respecte les règles de la maison. J'ai ouvert mon relevé de compte à l'écran. Les 2 800 € étaient toujours là, intacts. J'ai fait le calcul mental. Si j'arrêtais de financer leurs caprices, en 6 mois, j'aurais assez pour refaire ma cuisine, celle que Chloé trouvait vintage mais de mauvais goût. Ou mieux, je pourrais partir en croisière. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai retiré mes lunettes de lecture en massant l'arête de mon nez. C'est curieux comme fonctionne l'esprit. Pendant des années, je m'étais convaincue que ma valeur résidait dans mon utilité. J'étais devenue une facilitatrice silencieuse, une ombre qui balayait les problèmes avant que les gens importants ne trébuchent dessus. Je me suis souvenue d'un Noël il y a 3 ans. Chloé voulait un dîner esthétique pour ses réseaux. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Dinde, marron, gratin. À l'heure du dîner, elle a commandé thaïlandais parce que l'odeur de cuisine s'imprégnait dans les vêtements. Mon repas est resté en cuisine et j'ai mangé leurs nouilles en boîte avec eux, souriant, ravalant ma fierté pour ne pas gâcher la soirée de Lucas. « Quelle idiote tu as été, Mathilde !» ai-je murmuré. Mais je n'étais pas idiote, j'étais mère. Et le problème des mères, c'est que parfois nous aimons avec tant de force que nous oublions que le respect est une rue à double sens. Ils avaient confondu ma générosité avec une obligation et mon silence avec de la stupidité. Je me suis levée et j'ai marché vers le miroir en pied dans le couloir. Je me suis regardée. Je voyais les rides autour de mes yeux, les cheveux gris que je ne prenais plus la peine de teindre, la posture légèrement fatiguée. Eux voyaient ça et pensaient « date de péremption ». Ils pensaient que parce que j'étais vieille, mon monde se réduisait au tricot et à attendre leurs appels. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que Chloé dans son arrogance juvénile ignorait, c'est que la vieillesse n'enlève pas l'intelligence, elle donne de la patience et de la stratégie. J'avais géré des crises syndicales, négocié avec des fournisseurs véreux et organisé des événements pour des préfets. Je savais bouger les pièces sur un échiquier bien avant qu'elles n'apprennent à utiliser un filtre Instagram. Mon super pouvoir n'était pas l'argent, même si ça aidait. Ma vraie ressource cachée était qu'ils n'avaient pas la moindre idée de comment fonctionnait le monde réel sans mon filet de sécurité. Chloé croyait que les maisons se payaient toutes seules et que les contrats étaient des formalités bureaucratiques sans importance. Lucas, tristement, était devenu mou et confortable sous ma protection. Retour au bureau. Il était temps de tracer la route critique. J'ai pris une feuille de papier A en tête. J'ai toujours aimé le formalisme. Et un stylo-plume. Je n'allais pas envoyer de WhatsApp ni d'email plein d'émojis. La situation exigeait la froideur du papier et de l'encre. J'ai commencé à rédiger, non pas une lettre de mère blessée, mais une notification formelle. Chers occupants, par la présente, je vous notifie qu'en raison de changements dans mes priorités financières et personnelles, j'ai décidé de cesser le subside locatif maintenu durant les 24 derniers mois. À compter de ce jour, la responsabilité du bail de l'immeuble situé avenue Victor Hugo vous incombe totalement. Je me suis arrêté. C'était bon, mais pas suffisant. Il fallait sécuriser ma position. S'ils ne payaient pas, et je savais qu'ils n'avaient pas les liquidités pour le faire d'un coup, la dette me retomberait dessus en tant que titulaire. Je devais anticiper le coup. J'ai cherché dans mon carnet d'adresses physique, ce carnet en cuir usé que Chloé appelait « la relique ». Lettre P. Philippe, agence immobilière Prestige. Philippe était un camarade de mon défunt mari à l'université. C'était le propriétaire de l'agence qui gérait l'appartement. Je l'ai appelé sur son portable direct. Mathilde, quel miracle! Sa voix semblait sincèrement joyeuse. Ça fait des mois, tout va bien avec l'appart des jeunes? Bonjour Philippe, justement, c'est de ça que je voulais te parler. J'ai besoin de te voir aujourd'hui même, si possible. Bien sûr. Un problème grave? Disons que je vais faire une restructuration de mes actifs, ai-je dit d'une voix calme. Et j'ai besoin de revoir les clauses de résiliation anticipée du contrat de Neuilly. Il y a eu un bref silence. Philippe, vieux renard des affaires, a capté le ton immédiatement. Je comprends. J'ai un créneau à 16 heures. Je t'attends au bureau. J'y serai. Et Philippe, sors le dossier complet. Je vais avoir besoin de faire des changements de titularité ou, à défaut, procéder à un départ volontaire. Un départ?
Mathilde, tu es sûre? C'est ton fils et ta belle-fille. Je sais, Philippe, mais apparemment, ce sont désormais des gens grands et importants, et les gens importants n'ont pas besoin que leur vieille mère paie leur toit. À 16 heures. J'ai raccroché. J'ai regardé l'heure. J'avais 3 heures, temps suffisant pour me préparer. Je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert l'armoire. Mes yeux ont ignoré la robe lavande pliée dans sa boîte et se sont posés sur un tailleur bleu marine à la coupe impeccable. Je l'ai enfilée, me suis maquillée avec soin en soulignant mes yeux et j'ai relevé mes cheveux en un chignon haut et strict. J'ai mis mes perles, les vraies, pas celles de fantaisie pour aller au marché. Quand je me suis vue dans la glace avant de sortir, je n'ai plus vu la mamie qui faisait des tisanes. J'ai vu Mathilde Legrand, directrice logistique. J'ai vu la femme qui ne demandait pas la permission pour occuper sa place dans le monde. J'ai pris mon sac, les clés de la voiture et le classeur bleu. En sortant, j'ai remarqué que le soleil brillait avec une intensité particulière sur mes hortensias. Le monde continuait de tourner, indifférent aux drames familiaux, et cela m'a réconforté. En conduisant vers les bureaux de l'agence, je suis passé devant un parc où des enfants jouaient. J'ai pensé aux petits-enfants que je n'aurais peut-être jamais, ou qui, s'ils arrivaient, seraient éduqués pour me voir comme un accessoire démodé. Ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. Mais la douleur est un excellent carburant quand on sait le raffiner. Ils avaient voulu jouer aux adultes exclusifs. Eh bien, la leçon numéro 1 de la vie adulte venait de commencer. Les actions ont des conséquences et les factures arrivent toujours à destination. Je me suis garée devant l'immeuble vitré de l'agence. J'ai pris une grande inspiration, lissé ma veste et suis descendue d'un pas ferme. J'allais exécuter le mouvement le plus difficile de ma vie, non contre un ennemi, mais contre mon propre sang. Mais comme disait mon père, parfois, pour redresser l'arbre, il faut couper les branches qui lui font de l'ombre. Je suis entrée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 10e étage. Les portes se sont fermées, m'isolant du bruit extérieur. J'étais prête. Les gens importants étaient sur le point de découvrir que sous-estimer la femme qui signe les chèques est l'erreur financière la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Philippe a ajusté ses lunettes à monture dorée et a lu le document pour la 3e fois. Le silence dans son bureau était dense, seulement interrompu par le ronronnement lointain de la climatisation et le trafic étouffé de l'avenue en contrebas. « Mathilde !» a-t-il dit finalement, en levant les yeux avec cette expression de chien de chasse qu'il avait toujours avant de conclure une affaire difficile. Tu comprends ce que cela implique? Si je transfère la titularité du bail, l'agence devra faire une nouvelle étude socio-économique pour Lucas et sa femme. Et pour être honnête, sans ta caution, avec les revenus irréguliers que Lucas déclare en tant que consultant freelance et elle comme créatrice de contenu, le système va les rejeter automatiquement. J'ai acquiescé en croisant les jambes avec élégance. Le cuir du fauteuil a craqué doucement sous mon poids. Je comprends parfaitement, Philippe. En fait, je compte là-dessus. Philippe a soupiré en retirant ses lunettes pour se frotter les yeux. C'est ton fils, Mathilde. C'est agressif. C'est un coup d'échec corporatif. Pas un geste de mère dévouée. Exactement, ai-je répondu en lissant un pli inexistant sur ma jupe marine. La mère dévouée est restée à attendre à la maison avec une robe lavande pour un mariage où elle n'était pas invitée. La femme que tu as en face est celle qui a financé la fête depuis trop longtemps. Procède au changement, Philippe. Je veux que le contrat à mon nom soit résilié pour changement de volonté du titulaire et qu'on leur offre l'option d'en signer un nouveau à leur propre mérite et risque. Ils ont 5 jours ouvrables pour présenter leur justificatif de revenus ou vider les lieux. Philippe m'a regardé avec un mélange de peur et d'admiration. Il a signé les papiers. Le son du stylo griffant le papier fut la musique la plus douce que j'ai entendue depuis des semaines. C'était le son des chaînes qui se brisent. « C'est fait », a-t-il dit en me tendant une copie. « Ils recevront la notification officielle demain matin par coursier certifié. Mais Mathilde, prépare-toi. Quand ils recevront cette enveloppe, ça va être la guerre. » Je lui ai souri, un sourire petit et froid. Que ça pète. J'ai l'extincteur. Je suis sortie du bureau avec le document dans mon sac, me sentant étrangement légère. En descendant au parking, mon portable, que j'avais rebranché mais gardé en silencieux, a vibré dans ma main. C'était encore Lucas. J'avais 12 appels manqués de lui et 5 de Chloé dans les 2 dernières heures.
Sûrement que le concierge les avait déjà interceptés dans le hall pour leur rappeler le retard de paiement. Ou peut-être, dans le cadre de ma stratégie silencieuse, autre chose avait lâché. Car ce n'était pas seulement le loyer. Ce matin-là, avant de partir, j'avais fait une autre petite gestion. Le service Internet ultra haut débit, ce forfait professionnel qui coûtait une fortune et que Chloé exigeait parce que ses vidéos en 4K ne passaient pas avec le Wi-Fi normal, était aussi à mon nom. Je l'avais résilié. Pas suspendu, résilié. S'ils voulaient Internet pour leurs affaires importantes, ils devraient le contracter eux-mêmes, attendre le technicien, payer l'installation et signer le contrat. Je suis montée dans ma voiture et j'ai décidé de ne pas rentrer tout de suite. Je suis allée à mon salon de thé préféré, celui qui a des tables en terrasse et sent la viennoiserie chaude. J'ai commandé un cappuccino et un croissant aux amandes. Je me suis assise pour regarder passer les gens. Ça faisait des années que je n'avais pas pris une après-midi pour moi seule, sans surveiller l'heure, sans penser à si Lucas avait mangé ou si Chloé avait besoin que je récupère un colis de ses partenariats. Pendant que je buvais mon café, j'ai observé mon téléphone sur la table. L'écran s'est allumé. Chloé appelle. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. 1 minute plus tard, un SMS est apparu en prévisualisation. « Mathilde, qu'est-ce qui se passe avec Internet ? Je suis au milieu d'une campagne et il n'y a pas de signal. Lucas dit que tu réponds pas. C'est urgent. » J'ai pris un morceau de mon croissant et l'ai savouré lentement. Il était délicieux, croustillant et sucré. L'urgence des gens importants m'était étrangère, comme une tempête sur un autre continent. N'était-ce pas ironique ? Pour leur mariage, j'étais invisible. Maintenant que les conforts invisibles que je payais disparaissaient, je devenais soudain la personne la plus visible et nécessaire du monde. 2 jours de silence tactique ont passé. J'étais toujours chez moi, arrosant mes hortensias, faisant la poussière, me cuisinant des plats simples mais savoureux. Soupe de vermicelle, hachis parmentier, riz au lait. La maison sentait le foyer, pas le décor de théâtre. Le jeudi matin, le moment crucial est arrivé. Je savais que la notification de l'agence avait dû arriver. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer des assiettes quand la sonnette de la rue a retenti. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était un coup long, insistant, suivi de coups secs sur la porte en bois massif. Mon cœur a fait un bond, je ne vais pas le nier. L'instinct maternel est traître. Une partie de moi voulait courir, ouvrir et demander ce qui se passait s'ils étaient de blessés. Mais je me suis forcée à rester immobile 1 seconde. J'ai respiré un bon coup. Mathilde, souviens-toi de la robe lavande. Souviens-toi. Seulement les gens importants. Je me le suis répété comme un mantra. J'ai ôté mon tablier et l'ai accroché calmement. J'ai marché vers la porte d'entrée sans me presser. J'ai regardé par l'œilleton. Ils étaient là. Lucas avait le visage pâle et en sueur, la cravate desserrée. Chloé, derrière lui, ne portait pas son maquillage parfait habituel, ni son anneau de lumière portable. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval bâclée et les yeux rouges et gonflés, peut-être de rage, peut-être de pleurs. Il tenait une enveloppe jaune avec le logo de l'agence immobilière. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas enlevé la chaîne de sécurité, ne laissant qu'une fente de 10 centimètres. Je ne les ai pas invités à entrer. Ma maison était mon sanctuaire, et ils avaient perdu leur droit d'asile. « Maman !» s'est écrié Lucas en me voyant, poussant la porte de la main. Mais la chaîne a résisté. « Ouvre, bon sang, c'est quoi ce délire? Tu es devenue folle ?»« Bonjour Lucas, bonjour Chloé », ai-je dit d'un ton aussi neutre qu'une réceptionniste d'hôtel. « À quoi dois-je l'honneur de votre visite si matinale ? Je croyais que les gens importants avaient des agendas très chargés. »« Arrête ton ironie, Mathilde », a crié Chloé en passant le visage par l'entrebâillement. Sa voix perçante a résonné dans toute la rue. « On a reçu une lettre d'expulsion. Ils disent que tu as annulé le bail. On n'a plus Internet, plus de câbles, et la carte de crédit pour les courses hier a été refusée parce que c'est une extension de la tienne. Qu'est-ce qui te prend ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dans ses pupilles, il n'y avait aucun regret de m'avoir exclu de sa vie. Il y avait de l'indignation parce que j'avais osé couper les vivres. Elle n'était pas blessée par mon absence au mariage, elle était furieuse de mon absence sur son compte en banque. « Ah, ça !» ai-je dit doucement. « Oui, j'ai reçu la notif de Philippe. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je restructure mes priorités.
Puisque je ne qualifie pas comme personne importante pour votre mariage, j'ai supposé que mon argent ne l'était pas non plus pour votre style de vie. J'ai donc annulé le paiement du loyer. J'imagine que les influenceurs et les associés importants seront ravis de couvrir ces dépenses pour vous. Lucas semblait sur le point de pleurer. C'était la même tête qu'il faisait à 8 ans quand il cassait un jouet. Maman, l'administrateur dit que si on ne paie pas le retard plus les intérêts et qu'on ne signe pas un nouveau bail avec 3 mois d'avance d'ici lundi, il nous vire. Ça fait presque 8 000 €. On n'a pas ce cash-là tout de suite. « Ça ressemble à un problème d'adulte, mon fils », ai-je répondu sans m'émouvoir. Vous êtes un couple marié, prospère, avec des amis influents. Sûrement que l'un de ces associés importants du mariage pourra vous prêter l'argent. Ou peut-être qu'avec ce que gagnent les influenceurs aujourd'hui, ça suffira. Tu sais que ma boîte est en phase d'investissement, s'est défendu Lucas. Et Chloé est payée à 60 jours. Maman, s'il te plaît, on est ta famille. Ce mot, famille, il l'utilisait comme un joker, comme un passe-partout qui devait ouvrir toutes les portes et tous les portefeuilles, peu importe combien de fois ils avaient changé la serrure pour me laisser dehors. Famille, ai-je répété en savourant l'amertume du mot. C'est curieux que tu mentionnes ça, parce que samedi dernier, quand vous vous êtes mariés, la famille ne semblait pas être un prérequis pour être sur la liste des invités. Chloé a soufflé en croisant les bras. Oh pitié Mathilde, ne sois pas dramatique. On t'a déjà dit que c'était improvisé. Tu vas nous punir en nous mettant à la rue juste pour une fête débile? C'est de la vengeance, voilà ce que c'est. Tu es une vieille rancunière. L'insulte a flotté dans l'air. Vieille rancunière. J'ai souri. Pas un sourire aimable, mais cette grimace que faisaient les patrons de l'hôtel quand ils viraient un manager incompétent. Chloé chérie, ai-je dit en m'approchant un peu plus de la fente. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la logistique. Pendant des années, j'ai géré votre vie comme une succursale de ma propre entreprise, mais j'ai décidé de fermer cette succursale pour faible rendement et manque de loyauté corporative. Maman, ouvre la porte qu'on parle calmement, a supplié Lucas en posant sa main sur le bois. Je te promets qu'on fera une fête pour toi, un dîner, ce que tu veux, mais règle ça avec l'agence. Appelle Philippe. Dis-lui que c'était une erreur. J'ai regardé la main de mon fils, cette main que j'avais tenue tant de fois. Ça me faisait mal de le voir comme ça, désespéré, réduit à un enfant effrayé, mais je savais que si je cédais maintenant, si j'ouvrais cette porte et appelais Philippe, rien ne changerait. Ils continueraient d'être les parasites, et moi, l'hôte. Ils apprendraient qu'ils peuvent me piétiner, et que je leur dirais merci. Ce n'était pas une erreur, Lucas, ai-je dit fermement. C'était une décision administrative. Le contrat précédent est terminé. Si vous voulez continuer à vivre à Neuilly, vous devrez prouver à l'agence que vous pouvez payer. Je ne suis plus votre garant, plus votre banque et certainement plus votre paillasson. Tu vas le regretter, a hurlé Chloé en perdant le peu de calme qu'il lui restait. Quand on aura des enfants, tu ne les verras pas. Tu vas rester seul dans cette baraque de vieille et tu vas pourrir avec ton argent. Cette menace était sa dernière carte, les petits-enfants hypothétiques. J'ai senti une pointe au cœur, mais je l'ai ignorée. Chloé, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je préfère être seule dans ma vieille maison, avec ma dignité intacte et mes comptes à jour, plutôt que d'acheter l'affection de petits-enfants qui seraient éduqués pour me mépriser tout comme toi. Et sans dire un mot de plus, j'ai poussé la porte doucement. Lucas a essayé de la retenir, mais j'ai été plus rapide. Le verrou a fait clic en se fermant. Le bruit de la porte close a résonné comme un coup de feu dans le couloir. Je suis restée collée au bois à écouter. J'ai entendu Chloé crier quelque chose d'incompréhensible. J'ai entendu Lucas dire « Viens, on s'en va. Quelle honte avec les voisins. » J'ai entendu le moteur de leur voiture démarrer dans un rugissement agressif et s'éloigner. Mes jambes ont tremblé un peu et j'ai dû m'appuyer au mur. Ce n'était pas facile. Personne n'a dit qu'il serait facile de se couper un bras pour sauver le corps. Je me suis dirigée vers le salon et me suis laissée tomber sur le canapé. Mes mains tremblaient, non de peur, mais de l'adrénaline d'avoir tenu la position. J'ai regardé autour de moi. Tout était à sa place. Mes photos, mes livres, mes souvenirs. Ils pensèrent m'avoir puni avec leur silence et leur exclusion. Ils ne réalisaient pas qu'en faisant cela, ils m'avaient libérée. Ils m'avaient donné la permission morale dont j'avais besoin pour cesser d'être la pourvoyeuse et redevenir moi-même.
Le téléphone fixe a sonné. Je l'ai regardé, je n'ai pas répondu. Je ne courais plus pour personne. Je me suis levée et suis allée à mon bureau. J'ai allumé l'ordinateur. J'avais un nouveau mail de Philippe. « Mathilde, l'administration vient d'appeler. » Lucas a essayé d'entrer dans les bureaux en criant aux malentendus. On leur a dit que la procédure était irrévocable. Ils ont jusqu'à lundi 12 ans pour présenter des garanties ou rendre les clés. Je te tiens au courant. J'ai répondu par une seule ligne. « Merci Philippe. Procède selon le règlement. » Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon veuvage. Je me suis servi un verre de Xérès et j'ai mis un disque de Boléros. Je me suis assise devant la fenêtre pour voir le soir tomber sur mon jardin. Les hortensias étaient magnifiques dans la lumière dorée du crépuscule. J'ai pensé à Lucas et Chloé, probablement maintenant dans leur appartement de luxe, sans Internet, comptant les centimes pour voir s'ils avaient assez pour le dîner, se disputant, se rejetant la faute. La réalité leur mordait les talons et la réalité, contrairement à une mère, ne pardonne pas et ne donne pas de délai. Ils croyaient que c'était le pire qui pouvait leur arriver. Les pauvres. Ils ne savaient pas que ce n'était que le début. Car dans ma révision des comptes ce matin-là, j'avais trouvé un autre petit détail financier que j'avais oublié à mon nom. L'assurance de la voiture de sport que Lucas conduisait avec tant d'orgueil. Cette assurance arrivait à échéance dans 2 jours et la prime annuelle était assez considérable. J'ai bu une gorgée de mon Xérès, doux et fort. La leçon commençait à peine. Ils voulaient une vie de gens importants. Eh bien, ils étaient sur le point de découvrir combien cela coûte vraiment de maintenir cette importance quand personne ne subventionne le décor. Je me suis levée pour remplir mon verre. En passant devant le miroir du couloir, je me suis fait un clin d'œil. « Santé, Mathilde », ai-je murmuré. « Santé aux gens ordinaires qui savent payer leurs factures. » Ce que Lucas et Chloé ne savaient pas, c'est que lundi, quand ils iraient à l'agence pour tenter de négocier, ils trouveraient une surprise de plus. Une clause que j'avais expressément demandé à Philippe d'inclure. Une clause qui les obligerait à se regarder dans la glace et à décider ce qui était le plus important. Leur orgueil ou leur toit. Le lundi s'est levé avec ce ciel gris parisien qui promet la pluie, mais ne livre que de l'humidité. Pour moi, cependant, c'était une journée brillante. Je me suis levée à 6 heures pile. Mon corps a une horloge interne qui ne comprend ni la retraite, ni les drames familiaux. J'ai fait mon lit, tirant les draps jusqu'à ce qu'ils soient tendus comme la peau d'un tambour. J'ai pris une douche tiède et choisi ma tenue avec la précision d'un général allant signer un traité de paix ou une déclaration de guerre. J'ai opté pour un ensemble couleur écrue, élégant mais discret, et mes chaussures à petits talons les plus confortables. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'impressionner, il s'agissait d'être présente. En buvant mon café noir, j'ai vérifié mon portable. Aucun nouveau message de Lucas. Ils avaient sûrement passé le week-end à chercher de l'argent sous les pierres, appelant ses amis importants qui avaient bu leur champagne au mariage. Je me demandais combien d'entre eux avaient répondu en entendant le mot « prêt ». À 11 heures, j'ai conduit vers l'agence. L'heure limite était midi. Je suis arrivée largement en avance car la ponctualité est la première marque de respect envers les autres et envers soi-même. En entrant dans l'immeuble, la climatisation m'a frappé le visage, froide et aseptisée. J'ai salué la réceptionniste, une jeune fille qui me souriait toujours, et je me suis assise pour attendre. 10 minutes ne s'étaient pas écoulées quand je les ai vus arriver. L'image était lamentable. Lucas, mon fils, celui qui se vantait toujours de ses costumes italiens et de son allure d'entrepreneur, portait une chemise froissée et des cernes qui lui mangèrent les joues. On sentait le stress dans sa mâchoire serrée, et la façon nerveuse dont il regardait sa montre toutes les 30 secondes. Chloé venait derrière et pour la première fois, elle ne ressemblait pas à une photo de magazine. Elle portait d'énormes lunettes noires, probablement pour cacher des yeux gonflés, et marchait en traînant les pieds, sans cette arrogance qui la caractérisait habituellement. Ils ne m'ont pas vue. J'étais dans un fauteuil latéral, à moitié caché par une plante verte. J'ai pu les observer dans leur état naturel, dépouillés de l'arrogance que mon argent leur conférait. Ils se sont approchés du comptoir et Lucas a parlé à voix basse, presque suppliante. La réceptionniste, gênée pour eux, leur a indiqué la salle de réunion numéro 3. J'ai attendu 5 minutes exactes. J'ai vérifié ma montre, lissé ma jupe et me suis levée. J'ai marché vers la salle de réunion d'un pas décidé.
En ouvrant la porte, le silence qui régnait à l'intérieur s'est brisé au son de mes talons sur le parquet ciré. Philippe était assis en bout de table avec une pile de dossiers devant lui. Lucas et Chloé étaient assis face à lui comme deux écoliers grondés dans le bureau du directeur. En me voyant entrer, Lucas s'est levé d'un bond avec un mélange d'espoir et de terreur dans les yeux. « Maman !» s'est-il exclamé, la voix un peu brisée. « Tu es venue. Je savais que tu viendrais. Philippe, ma mère est là. Elle peut t'expliquer que tout ça est une erreur administrative, qu'elle va signer. » J'ai levé une main doucement pour arrêter son flot de paroles. « Bonjour à tous », ai-je dit calmement, prenant place sur la chaise vide à côté de Philippe, pas à côté d'eux. Ce petit détail géographique marquait la plus grande distance qui ait jamais existé entre nous. « Lucas, assieds-toi s'il te plaît, tu as l'air d'avoir le vertige. » Chloé a retiré ses lunettes noires. Elle avait les yeux rouges et sans maquillage. Elle m'a regardé avec une haine pure, distillée, mais n'a rien dit. Elle savait qu'à cet instant, son avenir dépendait de mon humeur. « Bien », a dit Philippe en s'éclaircissant la voix et en adoptant son ton le plus professionnel. « Nous sommes ici car le délai pour la régularisation du bail de l'appartement Victor Hugo expire. Comme notifié, Madame Mathilde Legrand a retiré sa titularité et sa caution. Pour continuer d'occuper les lieux, vous deviez présenter aujourd'hui des justificatifs de revenus couvrant 3 fois le loyer ou un garant propriétaire. » Philippe a fait une pause et regardé les papiers que Lucas avait posés sur la table. C'étaient des relevés de comptes imprimés et quelques lettres. « J'ai examiné ce que vous avez apporté », a continué Philippe en repoussant les papiers vers eux du bout des doigts. « Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Mais il y a les contrats futurs, » est intervenue Chloé, sa voix stridente résonnant contre les parois vitrées. « J'ai une campagne avec une marque de shampoing qui se signe le mois prochain. C'est 2 000 €. Et Lucas va conclure un deal avec des investisseurs. » Chloé l'a interrompu Philippe avec patience mais fermeté. « Dans l'immobilier, nous travaillons avec des réalités, pas des promesses. Vos relevés actuels montrent des soldes moyens très bas et un endettement élevé sur vos cartes de crédit. De plus, sans l'historique de crédit de Mathilde pour vous soutenir, le système vous classe comme locataire à haut risque. »« Haut risque ?» Chloé a lâché un rire nerveux et incrédule. « On est des personnalités publiques, on a des milliers d'abonnés. Tu sais la mauvaise pub que je peux faire à ton agence si je raconte qu'on nous a traités comme ça ?» Philippe a souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Je vous suggère de ne pas prendre cette voie, madame. La diffamation est un délit et nous avons une équipe juridique très efficace. De plus, le défaut de paiement est un fait prouvable. » Lucas s'est passé les mains dans les cheveux, désespéré. « Maman, s'il te plaît. » Il m'a regardé en ignorant Philippe. « Dis quelque chose. On ne peut pas partir aujourd'hui. On a toutes nos affaires là-bas. Les meubles, les vêtements, on n'a nulle part où aller. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on vive dans la voiture ?» Je me suis tournée lentement vers lui. Je l'ai regardé avec le même regard analytique avec lequel j'inspectais les chambres de l'hôtel avant l'arrivée d'un VIP. « C'est curieux que tu mentionnes ça, Lucas, » ai-je dit en croisant les mains sur mes genoux. « Parce que ce week-end, j'ai beaucoup pensé à ta phrase, seulement les gens importants. Et je me suis demandé, où sont-ils maintenant, ces gens importants? Où sont les amis influents, les associés millionnaires? Il n'y a eu personne. Pas un seul des invités de ton mariage exclusif n'a pu te prêter l'argent ou se porter garant. » Lucas a baissé la tête, honteux. Chloé regardait vers la fenêtre en se mordant la lèvre. Le silence était la réponse la plus bruyante qu'ils pouvaient me donner. Personne n'avait voulu les aider. Leur monde d'apparence était aussi fragile qu'une coupe en cristal bon marché. Ça brillait, mais ça cassait au premier choc. « C'est ce que je pensais », ai-je continué. Les gens importants sont souvent trop occupés pour s'occuper des problèmes des autres. En revanche, les mères sont toujours là, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez pensé. Que je viendrais aujourd'hui vous sauver. Tu es notre mère, a chuchoté Lucas. Tu es censé nous soutenir. Et je l'ai fait, ai-je répondu fermement. Pendant 30 ans, je t'ai soutenu. J'ai payé tes études, l'apport de ta première voiture. J'ai payé le mariage. Ah non, pardon. Celui-là, on ne m'a pas laissé le payer ni y assister. Et pendant 2 ans, j'ai payé le toit sous lequel vous dormiez. Mais le soutien a une limite, fils. Quand le soutien empêche la personne de grandir, il devient une béquille. Et vous boitez à mes frais depuis trop longtemps. Mathilde,
Ça suffit les discours, a craché Chloé, en perdant le peu de tenue qu'il lui restait. Tu vas nous aider ou pas? Si tu signes pas, il nous vire. C'est aussi simple que ça. Tu vas laisser ton fils dormir dehors? Philippe m'a regardé, attendant mon coup. J'ai sorti de mon sac un document que j'avais préparé avec lui, la fameuse clause surprise. Je ne signerai pas comme garante pour cet appartement, ai-je dit, et j'ai vu la couleur quitter le visage de Lucas. Cet endroit coûte 2800 € par mois. C'est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre et je ne financerai plus de fantasmes. Alors c'est tout? A demandé Lucas les yeux pleins de larmes. Tu nous chasses? Non, ai-je dit en glissant le document sur la table vers eux. Je vous offre une alternative, une leçon de logistique et de réalité. Ils ont regardé le papier avec confusion. C'est quoi ça? A demandé Chloé en lisant l'entête. C'est un bail, ai-je expliqué. Mais pas pour Neuilly. C'est pour un petit appartement que je possède à Saint-Denis. C'est un vieil immeuble, sans ascenseur, mais très digne. 2 pièces, salle de bain, cuisine. Le loyer est de 500 €. Chloé a éclaté d'un rire hystérique. Saint-Denis? Tu plaisantes? C'est la banlieue. C'est un quartier populaire. Je ne peux pas vivre là-bas. Qu'est-ce que vont dire mes abonnés si je poste des stories depuis une cité? Tes abonnés ne paient pas ton loyer, Chloé, ai-je dit froidement. Moi, oui. Ou plutôt, je suis la propriétaire de cet appartement. Il est vide et disponible. Si vous le voulez, il est à vous. Vous pouvez y vivre 6 mois sans payer de loyer pour économiser et vous stabiliser. Ensuite, vous commencerez à payer les 500 €. C'est ma dernière offre. À prendre ou à laisser. C'est humiliant, a-t-elle crié. Tu veux nous voir dans la merde pour te sentir puissante? Non, Chloé. Je veux vous voir vivre selon votre réalité. Je veux que vous appreniez que la dignité n'est pas dans l'adresse postale, mais dans la capacité à s'assumer soi-même. Lucas regardait le papier comme si c'était une condamnation à mort. Maman, l'appartement de Saint-Denis, c'est celui de grand-père. Celui où j'ai grandi, où tu as passé tes premières années avant que papa ne réussisse. C'est un toit sûr. Je ne signerai pas ça, a dit Chloé en croisant les bras. Je préfère aller à l'hôtel. Vas-y, ai-je dit en montrant la porte. Si tu as de quoi payer, tu es libre de partir, mais l'expulsion de Neuilly s'exécute aujourd'hui. Vous avez jusqu'à 18 h pour sortir vos affaires. Ce qui reste part au garde-meubles et vous devrez payer pour le récupérer. À cet instant, le téléphone de Lucas a vibré sur la table. Une notification, puis une autre. Il l'a regardée distraitement, mais son expression est passée de la tristesse à la panique absolue en 1 seconde. « Quoi » a-t-il murmuré en lisant l'écran. « C'est pas possible. »« Qu'est-ce qu'il y a » a demandé Chloé, alarmée. « L'assurance de la voiture » a dit Lucas en levant les yeux vers moi avec incrédulité. « Je viens de recevoir un mail de l'assureur. Ils disent que la police a été résiliée pour défaut de paiement et sur ordre du contractant titulaire. » Je suis restée impassible, soutenant son regard. « Ah oui, j'ai oublié de vous dire. L'assurance de la sportive était aussi à mon nom. Et comme je ne suis plus une personne importante, j'ai décidé que je n'avais pas besoin d'assurer des voitures que je ne conduis pas. Maman, Lucas s'est pris la tête à 2 mains. C'est une voiture en leasing. Le contrat exige une assurance tout risque valide. S'ils détectent qu'elle n'est pas assurée, ils activent le blocage satellite. Ils la reprennent et me facturent une pénalité de 2000 €. Eh bien, je te suggère de ne pas la bouger, ai-je dit tranquillement. Ou de souscrire une nouvelle assurance tout de suite. C'est quoi, 1500 € comptant? Chloé est devenue livide. Elle a réalisé que le filet de sécurité n'avait pas seulement disparu, mais que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tout ce qu'ils avaient, absolument tout, était lié à ma signature, à mon crédit, à ma bonne volonté. « Pourquoi tu nous fais ça ?» a demandé Chloé, sans crier cette fois, avec la voix tremblante de la défaite. « Tu nous détestes tant que ça ?» Je me suis levée doucement. Je me suis approchée de la table et j'ai posé les mains sur la surface froide, me penchant vers eux pour qu'ils ne perdent pas une miette. « Je ne vous déteste pas, » ai-je dit doucement. « Je vous aime assez pour arrêter d'être votre complice. Vous avez vécu un mensonge, les enfants. Vous avez joué aux riches avec l'argent d'une vieille que vous méprisez. Aujourd'hui, la partie est finie. Bienvenue dans le monde réel. Dans le monde réel, si tu ne paies pas, tu n'as rien. Si tu ne respectes pas, tu ne reçois pas. Et si tu veux être une personne importante, tu dois le gagner, pas l'hériter. » Philippe,
qui était resté silencieux à observer la scène avec l'impartialité d'un juge, est intervenu. « Lucas, Chloé. L'offre de Mathilde pour l'appartement de Saint-Denis est généreuse et hors de ce contrat. Concernant Neuilly, j'ai besoin des clés aujourd'hui à 18h. Si vous ne les rendez pas volontairement, nous procéderons avec les huissiers demain à la première heure. Et croyez-moi, vous ne voulez pas ça dans votre dossier. » Lucas a regardé Chloé. Chloé a regardé Lucas. Pour la première fois, j'ai vu chez eux quelque chose de réel. La peur. Pas la peur du qu'en dira-t-on, mais la peur de la survie. Ils ont réalisé qu'ils étaient seuls. Les influenceurs ne viendraient pas, les associés ne viendraient pas, et maman Gâteau venait de fermer le chéquier. Lucas a pris le contrat de l'appartement de Saint-Denis avec des mains tremblantes. « Il y a Internet ?» a-t-il demandé d'un filet de voix. « L'installation est là », ai-je répondu. « Le service, vous devrez le contracter et le payer vous-même, à votre nom. » Chloé a sangloté en se cachant le visage dans les mains. « C'est la fin. Mon image. Tout va s'effondrer. » Ou peut-être, ai-je dit en prenant mon sac, que ce sera le début de quelque chose d'honnête, mais ça dépend de vous. Je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, je me suis arrêtée et retournée une dernière fois. « Ah, Lucas. Si vous décidez de prendre l'appartement de grand-père, les clés sont chez Madame Dubois, la voisine. La même couturière qui a fait la robe lavande que vous n'avez jamais vue. Elle sait que vous allez venir. Traitez-la avec respect. Elle, c'est une personne importante pour moi. » Je suis sortie de la salle de réunion et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne suis pas restée pour voir s'il signait ou pas. Ce n'était plus mon problème. Ma part du travail, la logistique et les finances, était terminée. À eux maintenant de gérer l'opérationnel de leur propre vie. J'ai marché vers l'ascenseur avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la joie. Certainement pas. Aucune mère ne célèbre la souffrance de son fils. C'était plutôt un soulagement, comme quand on retire des chaussures qui nous blessent depuis des années. Ça piquait un peu au début, le contact de la peau sensible avec l'air, mais je savais que bientôt ça cicatriserait et que je pourrais mieux marcher. En arrivant dans le hall, mon portable a vibré. Un message de Philippe. Ils ont signé pour Saint-Denis. Chloé n'arrêtait pas de pleurer, mais Lucas a signé. Ils rendront les clés de Neuilly à 17h. Bien joué, Mathilde. Dur, mais nécessaire. J'ai rangé le téléphone et je suis sortie dans la rue. Il avait cessé de faire gris et un timide rayon de soleil perçait entre les immeubles. J'ai respiré à plein poumon l'air pollué de Paris qui, à cet instant, avait un goût de paradis. Je suis montée dans ma voiture et j'ai allumé la radio. Un vieux boléro passait. J'ai pensé à l'appartement de Saint-Denis. C'était un endroit humble, oui, mais plein d'histoires. C'est là que j'avais appris à compter. C'est là que j'avais appris que la valeur des gens ne se mesure pas à la marque de leurs vêtements. Peut-être, juste peut-être, que ces vieux murs pourraient leur enseigner ce que je n'avais pas pu leur apprendre en 30 ans de gâterie. J'ai démarré le moteur. J'avais faim. J'avais envie d'aller au marché des enfants rouges manger un truc, seul, sans avoir à inviter personne, sans avoir à payer l'addition de personne. Les gens importants avaient maintenant un toit. Gracieuseté des gens ordinaires. Mais cette fois, les règles avaient changé. Ce n'était plus un cadeau, c'était un prêt sous condition. Et la condition la plus importante n'était pas écrite dans le contrat, mais dans la vie elle-même. L'humilité s'apprend parfois quand on vous retire le piédestal. En conduisant, j'ai vu un immense panneau publicitaire annonçant un nouveau complexe de luxe. L'exclusivité pour ceux qui le méritent, disait la pub. J'ai lâché un rire qui venait de l'âme. S'ils savaient, ai-je pensé, s'ils savaient que la véritable exclusivité, c'est de pouvoir dormir tranquille la nuit en sachant qu'on ne doit rien à personne et que personne ne nous prend pour une imbécile. J'ai oublié de vous dire qu'en sortant du bureau, j'ai aussi annulé mon abonnement à la plateforme de streaming que Chloé utilisait. Un petit détail, mesquin peut-être, mais extrêmement satisfaisant. S'ils voulaient du drame, qu'ils le vivent en chair et en os, pas à la télé. 6 mois ont passé depuis ce matin-là dans le bureau de l'agence. 6 mois durant lesquels mes hortensias ont fleuri avec une vigueur que je ne leur avais pas vue depuis des années. Peut-être parce que maintenant, quand je les arrose, je le fais en chantonnant et pas en pensant à quelle facture il me reste à payer. Ma maison sent toujours la cire et le café, mais l'air semble différent, plus léger,
comme si les murs avaient lâché un soupir qu'ils retenaient depuis des lustres. Sur mon lit, le même où j'avais pleuré en serrant une robe lavande jamais portée, repose maintenant une valise ouverte. Ce n'est pas n'importe quelle valise, c'est une rigide, de bonne taille, prête à traverser l'océan. À côté, sur la table de chevet, les billets pour la croisière en Méditerranée. Les noms sur les cartes d'embarquement ne disent plus Lucas et Chloé. Ils disent Mathilde Legrand et Bernadette Renard. Parce que si quelqu'un mérite de voir le coucher de soleil à Santorin avec moi, c'est bien ma voisine, celle qui m'a apporté de la soupe quand j'étais malade et du courage quand je me sentais tomber. Aujourd'hui, c'est le 5. Jour de loyer. Avant, cette date était un rappel automatique dans ma banque pour lâcher de l'argent. Maintenant, c'est un rendez-vous dans mon agenda pour en recevoir. J'ai fermé la valise, m'assurant d'avoir mes médicaments pour la tension et une paire de chaussures confortables pour marcher dans Rome. Je me suis regardée dans le miroir. Le tailleur bleu marine reposait dans l'armoire. Aujourd'hui, je portais un pantalon en lin beige et un chemisier frais. J'avais fière allure. J'avais l'air maître de mon temps. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai conduit vers Saint-Denis. Le trafic parisien était le même chaos de toujours, mais je n'étais plus pressée. Je suis passée par le périph', évitant les camions. En arrivant dans la rue du vieil immeuble de mon père, j'ai remarqué que la façade semblait un peu plus propre. Quelqu'un avait balayé le trottoir avec soin. Je me suis garée et j'ai monté les 3 étages par l'escalier. Pas d'ascenseur, mes genoux protestent un peu, mais chaque marche me rappelle que je suis vivante et active. En arrivant à l'appartement 301, je me suis arrêtée un instant pour reprendre mon souffle et écouter. Pas de cris, pas de musique stridente. Juste le son d'une cocotte-minute qui sifflait. J'ai frappé. 2 coups secs. Celle qui a ouvert n'était pas la Chloé des photos filtrées et des poses étudiées. C'était une femme avec les cheveux relevés en chignon pratique, portant un tablier sur un jean et un t-shirt en coton. Elle n'avait pas les ongles longs et décorés d'avant. Elle les portait courts, naturels. « Bonjour Mathilde, entre », a-t-elle dit en s'écartant. Son ton n'était pas affectueux, je mentirais en disant cela, mais il était respectueux. Il n'y avait plus cette trace de moquerie ou de supériorité. Je suis entrée. L'appartement était petit, infiniment plus modeste que celui de Neuilly, mais il était impeccable. Les meubles luxueux qu'ils avaient réussi à sauver semblaient énormes dans le petit salon, presque comiques, mais ils étaient propres. Pas d'internet haut débit, j'ai vu un modem simple clignoter dans le coin. Sur la table de la salle à manger, pas de reste de Uber Eats, mais des cahiers et une calculatrice. Lucas va arriver, a commenté Chloé en allant vers la cuisine. Tu veux de l'eau? C'est du sirop maison. Ça revient moins cher que les sodas. J'ai accepté le verre. C'était frais et juste assez sucré. C'est bon, ai-je dit. Et j'ai vu une étincelle de fierté sincère dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu quand elle exhibait ses sacs de marque. Merci. Madame Dubois, la voisine du dessous, m'a appris à choisir les fruits au marché pour ne pas me faire refourguer de la camelote, a-t-elle admis en s'appuyant contre le cadre de la porte. Au début, je pouvais pas la saquer, la vieille. Pardon, la dame. Mais quand elle m'a vu galérer avec les sacs de course la semaine dernière, elle m'a aidé à monter. J'ai souri. Madame Dubois était une institution dans cet immeuble. Si elle vous validait, c'était gagné. À ce moment, la porte s'est ouverte et Lucas est entré. Mon fils avait l'air différent. Il avait perdu ce bronzage d'UV et avait de vraies cernes, ceux qui viennent du travail, pas de la fête. Il portait une chemise simple, manches retroussées, et avait un sac à dos à l'épaule au lieu de sa mallette en cuir. « Maman » a-t-il dit en me voyant, posant ses clés dans une coupelle à l'entrée. « Tu es ponctuel. »« La ponctualité est la politesse des rois, fils », ai-je répondu, une phrase que son grand-père adorait. Lucas s'est approché et pour la première fois depuis des années, il m'a donné un baiser sur la joue qui ne ressemblait pas à une formalité avant de demander quelque chose. Il sentait le métro, la sueur honnête et l'eau de Cologne bon marché, mais pour moi, il sentait l'homme. « J'ai le loyer », a-t-il dit en sortant une enveloppe blanche de son sac. « C'est 500 €. On les a réunis juste hier. Chloé a vendu des trucs qu'on n'utilisait pas sur Vinted et j'ai reçu ma paie de la consultance. J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte pour compter. Je savais que le compte y était.
Le poids du papier dans ma main était léger, mais la valeur symbolique incalculable. Ces 500 € valaient plus que les 2800 que je payais avant, car ceux-ci étaient imprégnés de l'effort des deux. Merci, Lucas. Je vous ferai une quittance. On s'est assis tous les trois dans le petit salon. Il y avait une gêne palpable, mais elle n'était pas hostile. C'était la gêne de 3 étrangers qui réapprennent à se connaître sans les masques de l'argent au milieu. « Comment va le boulot ?» ai-je demandé. « C'est dur », a admis Lucas en se frottant les genoux. « Mon chef est un abruti, passe-moi l'expression. Il me fait faire des heures sup non payées. Et le trajet en RER est une folie aux heures de pointe. Bienvenue dans le monde du travail, mon fils, ai-je dit sans sarcasme. C'est comme ça que 90% des gens gagnent leur vie. Je sais, a-t-il soupiré en regardant autour du petit appartement. Au début, je me sentais comme un raté, maman. Quand j'ai dû vendre la voiture, j'ai cru mourir. Mes amis, ceux du mariage, ils ont arrêté de répondre quand ils ont vu que je ne payais plus les tournées. Ils m'ont viré des groupes WhatsApp. Et ça t'a fait mal? Au début, oui, beaucoup. Mais après, il a regardé Chloé qui pliait des serviettes en tissu. Après, j'ai réalisé que ses amis ne sont jamais venus m'aider à porter les cartons du déménagement. Le seul qui est venu, c'est un pote du lycée que j'avais pas vu depuis des années et Madame Dubois qui nous a prêté un diable. Chloé est intervenue à voix basse. Moi, j'ai perdu 10 000 followers quand j'ai arrêté de poster des photos dans des restos chics. J'ai fait une dépression de 2 semaines. Mais l'autre jour, j'ai posté une story sur comment réparer une fuite d'eau avec un tuto YouTube parce qu'on n'avait pas de quoi payer le plombier. Et j'ai eu plus de commentaires vrais que jamais. Des gens qui me donnaient des conseils, des gens normaux. Je les regardais attentivement. Les gens importants s'étaient évaporés pour laisser place aux gens réels. Ça me fait plaisir d'entendre ça, ai-je dit sincèrement. On dirait que la leçon de logistique porte ses fruits. Ça a été un enfer, Mathilde, je ne vais pas te mentir, a dit Chloé en me regardant dans les yeux. On s'est engueulé, on a pleuré, on a failli divorcer le 1er mois quand on nous a coupé l'électricité parce qu'on ne savait pas où payer. Mais on est là. On mange ce qu'on cuisine et on dort dans un lit qui, même s'il est vieux, est payé par nous. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que je voulais. Je ne voulais pas les voir souffrir par cruauté. Je voulais les voir mûrir par nécessité. Je me suis levée du canapé. Bon, je ne vous prends pas plus de temps. Vous avez des choses à faire, et moi aussi. Tu pars déjà ? A demandé Lucas. Je pensais que, je sais pas, que tu resterais manger. Chloé a fait des pâtes à la sauce tomate. L'invitation m'a prise par surprise. Des pâtes, un plat simple, maison. Il y a quelques mois, si ce n'était pas des sushis ou une entrecôte, ce n'était pas de la nourriture pour eux. J'adorerais mon fils, mais je dois partir. Je pars en voyage demain très tôt. En voyage ? A demandé Chloé, curieuse. Où ça ? En Méditerranée, ai-je répondu naturellement en ajustant mon sac. Je vais utiliser les billets de la croisière. Je pars avec Bernadette. On sera absente 3 semaines. Il y a eu un silence sépulcral. Lucas a ouvert la bouche puis l'a refermée. Il savait parfaitement que ces billets étaient leur cadeau de lune de miel. J'ai vu passer dans ses yeux une lueur d'envie, de nostalgie pour la vie qu'ils avaient perdue. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il a pris une grande inspiration et a hoché la tête. « C'est bien, maman », a-t-il dit, et ça sonnait sincère. « Tu le mérites, vraiment. Envoie-nous des photos. Bernadette doit être contente. Elle l'est. Elle dit qu'elle va se trouver un fiancé italien. » J'ai ri. J'ai marché vers la porte. Avant de sortir, je me suis arrêtée et j'ai regardé l'appartement une dernière fois. Ce n'était pas un palace, mais c'était un foyer. On y sentait de la chaleur. « Ah, au fait !» ai-je dit en me retournant. « Madame Dubois a un double des clés pour toute urgence pendant que je ne suis pas là. Et je l'ai payé pour qu'elle engage quelqu'un pour refaire l'étanchéité du toit la semaine prochaine. Je ne veux pas que l'eau rentre maintenant qu'il va pleuvoir. Ça, c'est à la charge de la proprio. » Chloé m'a regardée surprise. « Merci Mathilde, vraiment. Prenez soin de vous. Et Lucas, la prochaine fois que je te vois, j'espère que ces cernes auront diminué. Dors plus, fils. Le succès ne se mesure pas à combien tu t'épuises à faire semblant, mais à quel point tu dors tranquille. » J'ai descendu les escaliers en écoutant le bruit du double verrou qui se fermait. Pas de claquement de porte, mais du soin. En sortant dans la rue,
Le soleil de l'après-midi m'a frappé le visage. Je me sentais légère, immensément légère. J'avais récupéré mon fils, pas l'entrepreneur fantoche qu'il croyait être, mais l'homme capable d'affronter la vie. Et peut-être, juste peut-être, avais-je aussi gagné une belle fille, qui, sous toutes ses couches de fond de teint et de prétention, avait un cerveau et des mains capables. Je suis rentrée chez moi et j'ai fini de boucler ma valise. Bernadette est arrivée à 18h pile, traînant une valise rose fluo et portant un chapeau de paille, même s'il faisait nuit. « Mathilde, on y va, le monde va s'écrouler et nous, on n'a pas encore dansé », a-t-elle crié depuis l'entrée. J'ai ri. C'était l'énergie dont j'avais besoin. Alors que le taxi nous emmenait à l'aéroport, j'ai regardé les lumières de la ville par la vitre. J'ai pensé à toutes ces années passées à être l'ombre, la pourvoyeuse silencieuse, la femme qui était derrière tout. C'était fini. Le portable a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. C'était un message de Lucas, une photo. C'était lui et Chloé assis à la petite table, mangeant leurs pâtes. Ils avaient l'air fatigués, sans filtre, sous la lumière jaune de l'ampoule nue de la cuisine. Mais ils souriaient. Le texte disait « Bon voyage, maman. Merci pour la leçon et pardon pour le mariage. La prochaine fête qu'on fera, tu seras la première sur la liste. On t'aime. » J'ai rangé le téléphone et senti une larme rouler sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. Je l'ai laissée tomber parce que c'était une larme de satisfaction. Ça avait fait mal. Dieu sait que ça avait fait mal de poser cette limite. Ça avait été le coup le plus risqué de ma vie, parier l'amour de mon fils pour sauver sa dignité. Mais j'avais gagné. Le taxi est entré au terminal de l'aéroport. Bernadette jacassait à propos des boutiques duty-free et des buffets du bateau. J'ai respiré à fond, remplissant mes poumons d'air climatisé et de promesses maritimes. J'ai regardé mon ami, j'ai regardé mes mains ridées mais fortes, et j'ai pensé à la définition de ce mot qui nous avait fait tant de mal. Important. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être importante, c'était être nécessaire, que si j'arrêtais de payer, j'arrêtais de valoir quelque chose, comme j'avais tort. Être importante, c'est avoir la liberté de partir, en sachant que ceux qui restent iront bien parce qu'on leur a appris à survivre. Être importante, c'est se respecter assez soi-même pour ne pas accepter les miettes de personne, même pas de son propre sang. Le chauffeur de taxi nous a ouvert la porte. « Vous allez où, mesdames ?» a-t-il demandé aimablement en descendant les valises. « Là où ça nous chante, jeune homme », ai-je répondu avec un sourire malicieux. « On va découvrir le monde. » J'ai pris ma valise et marché vers les portes automatiques. Je ne me suis pas retournée. Il n'y avait rien en suspens. Le loyer était payé, la leçon était apprise et la vie commençait à peine pour cette femme de 69 ans. J'ai oublié de vous dire qu'au final, les gens importants ne sont pas ceux qui sont dans les magazines, ni ceux qui se marient en secret pour ne pas inviter les vieux. Les gens vraiment importants sont ceux qui ont le courage de corriger le cap, même s'ils doivent casser le gouvernail pour y arriver. Et moi, Mathilde Legrand, je suis le capitaine de mon propre navire.